j'ai plein de choses à vous dire. Est-ce qu'on va parler polar? Est-ce qu'on va parler cozy mystery? Est-ce qu'on va parler livre? Bien entendu. Bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine où je vais vous embarquer avec moi. Donc installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. J'introduis très rapidement ce carnet de lecture puisque là, à l'heure actuelle, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je viens de clore le précédent, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Je peux quand même vous dire que je suis à fond dans ma nouvelle lecture audio. J'ai choisi en lecture audio le dernier roman de Adèle Bréau. Adèle Bréau est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré les pas les frangines, c'est frangines tout court, il n'y a pas le lait devant, c'est frangines. J'avais beaucoup aimé. Et l'année dernière, j'ai découvert L'heure des femmes que j'ai adoré, vraiment. L'heure des femmes est d'ailleurs dans une de mes sélections sur les romans historiques, donc ça doit être dans la partie 1 10 romans historiques à découvrir que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une vidéo où je vous parle de mes meilleures lectures de romans historiques et clairement L'heure des femmes en fait partie puisque on vient parler dans ce roman de Ménie Grégoire qui est la grand-mère de Adèle Bréau, mais surtout de la condition féminine dans les années 1960. Et franchement, c'est une petite pépite, ce roman, j'avais beaucoup aimé. Donc, Adèle Bréau, quand elle sort un nouveau roman, je suis maintenant très attentive. Et là, en l'occurrence, elle vient de sortir un roman qui s'appelle Les Influentes. Et j'avais très hâte de le découvrir. Je l'ai donc pris à l'audio. On est dans quelque chose de totalement différent de L'heure des femmes, on est dans quelque chose de totalement différent du roman Frangine, mais pour le moment j'aime bien. J'ai été très vite immergée dans cette histoire. Alors il faut savoir que c'est une histoire qui parle de mode et d'influence, notamment tout ce qui va être lié aux influenceuses et à tout ça, et aux réseaux sociaux. Et du coup, donc on est sur quelque chose de complètement différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais comme je vous le disais, j'ai été tout de suite très immergée dans cette histoire parce que j'ai eu pas mal d'heures d'écoute en fait. Je me suis plongée directement dedans et j'ai eu peut-être une heure et demie devant moi et donc j'ai vachement avancé dans l'écoute audio et j'ai trouvé ça très plaisant. Donc je vous en reparle très vite, mais pour le moment en tout cas, c'est une excellente écoute audio. On verra ce que ça va donner par la suite. Donc ça c'est ma lecture audio. Lecture papier, bon, je viens d'abandonner Classé sans suite, hein, sans grande surprise, puisque si vous avez vu mon précédent carnet de lecture, vous le savez déjà. Et je sais pas trop, alors j'ai déjà commencé un autre livre papier que j'ai un peu mis en stand-by, parce qu'il faut que je commence le 9e tome de la saga Erika Folk, puisque je le lis en lecture commune avec Stéphanie, qui a déjà commencé le roman. Pour une fois, c'est moi qui suis en retard. Stéphanie, si tu passes par là, ne lis pas trop vite parce qu'il faut que je te rattrape. Donc voilà. Euh, et en plus de ça, je vais également commencer une autre lecture commune le 5 mars, donc mercredi. Donc ça va faire beaucoup de lecture papier pour cette semaine. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. En plus, on est quand même sur des belles briques à chaque fois. On n'est pas sur des romans qui font 100 pages, quoi. Donc, et puis bien évidemment, je suis en congé maternité, mais j'ai un enfant à gérer toute la journée et 2 enfants à gérer à partir du milieu de l'après-midi. Donc bon, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ça. Bref, vous le saurez très vite. Moi, je vais en profiter pour aller me prendre un café parce que j'en ai pas pris. Et je vais aller me poser un peu pour lire parce que ma fille dort. C'est une chose très exceptionnelle hein, parce qu'elle dort très peu la journée. Donc là, elle dort. Alléluia. On vient de faire une grande balade d'1 heure pendant laquelle j'ai écouté d'ailleurs Les Influentes de Adèle Bréau. Donc je pense que ça l'a un peu mis KO. Donc voilà, donc je vais faire ça, puis je vous reparle de mes lectures très vite. Il est 18h30 et le soleil est en train de se coucher et franchement en ce moment on a une chance de folie en termes de météo, il fait un temps magnifique et là le jour qui décline comme ça, la golden hour, je trouve ça trop beau.
Voilà. Bref, je voulais vous en faire profiter, mais ça fait vraiment du bien au moral. Et ce qui fait du bien au moral aussi, c'est le début de la saison des tulipes. Voilà, voilà, ça annonce la fin de l'hiver et le début du printemps et ça fait vraiment plaisir. Bon, moi je suis toujours dans mes lectures hivernales, mais j'ai hâte de clore une bonne fois pour toutes ce chapitre hivernal que j'ai trouvé interminable, vraiment. Donc voilà, mais elles sont belles hein, ces tulipes. Et j'en profite pour vous dire que j'ai pu commencer le Camilla Lackberg, donc c'est le 9e tome, le Dompteur de Lion, et franchement, j'ai pas trop mal avancé, j'en suis à 78 pages. Il en fait, c'est assez gros quand même en règle générale, à peine 400, à peine 400 pages. Et j'ai hâte de continuer, je trouve, enfin ça se lit toujours aussi bien, et je suis très vite plongée dans cette histoire. Donc ça c'est un super bon point, même si je dois avouer que je pense qu'en termes de visualisation et de passage sanglant, il va y avoir pas mal de choses, hein, je pense. Là, sur 78 pages, l'ambiance, elle est déjà très très pesante. Il y a déjà pas mal de scènes un peu glauques voilà, qu'on n'aime pas forcément. J'avoue que pour ça, Camilla Lackberg, elle est très forte, elle arrive à nous faire visualiser des scènes. Bon, on aimerait bien ne pas avoir ça en tête, quoi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est du Camilla Lackberg, c'est du polar nordique, comme on les aime, hein. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant, je suis très contente de me replonger dans cet univers que j'aime beaucoup, avec ces personnages que j'adore. En fait, ce que j'adore suivre, ce sont vraiment les personnages. On suit Erika et Patrick, ce couple d'enquêteurs. Enfin, c'est surtout Patrick qui est policier, mais Erika, elle l'aide dans ses enquêtes. Et en fait, on retrouve toujours les mêmes personnages qui gravitent autour d'eux. Il y a notamment les collègues de Patrick avec Melberg qui est le commissaire et tous ses collègues qui travaillent avec lui. Vous avez aussi Anna, la sœur de Erika, Dan qui est son beau-frère, et en fait vous avez tous ces personnages qu'on retrouve très régulièrement dans les romans, et c'est ça que j'adore retrouver en fait. En plus de cette ambiance très pesante et très glauque. Voilà, mais c'est vraiment les personnages qui sont très bien détaillé et qu'on suit avec plaisir dans tous ces tomes. Donc je viendrai vous reparler un peu plus tard de l'histoire, même si je vous en dévoilerai pas trop parce qu'on est quand même sur un 9e tome. Donc je veux pas non plus trop vous spoiler, mais c'est une saga qui est très très qualitative. Si vous ne connaissez pas encore cette saga, je ne peux que vous la recommander si vous aimez les polars nordiques. Je suis partie me promener avec ma petite fille. Il fait un temps magnifique et mademoiselle avait beaucoup de mal à s'endormir aujourd'hui, donc du coup j'ai pris la poussette et je suis partie me promener. Et donc forcément j'ai pris à l'audio avec moi Les Influentes de Adèle Bréau. J'ai pas mal avancé parce qu'il me reste plus que 2 heures d'écoute, donc franchement c'est pas mal, et je voulais vous en reparler parce que c'est une excellente expérience audio. La lectrice est vraiment incroyable, donc voilà pourquoi je voulais vous en reparler. Oula, je m'aventure dans un chemin un peu boueux là. Peut-être faire demi-tour. Du coup, pour vous parler un petit peu de l'histoire, on est plongé dans le domaine de la mode, comme je vous le disais. Et on est sur un roman choral avec 3 personnages principaux. Le premier personnage que l'on va suivre, c'est le personnage de Anne, qui est une quarantenaire, qui a une vie assez tranquille. Elle vit à Viroflay avec son mari Brice et ils ont ensemble 3 enfants. Et sa vie est rythmée par rapport au calendrier scolaire. Et Anne, elle a une passion dans la vie, c'est la couture. Elle a une petite boutique en ligne où elle fait quelques créations. Et sa vie va prendre un tournant assez incroyable le jour où Beyoncé va décider de porter une de ses combi shorts. Et bien évidemment, ça va avoir un effet incroyable, et sa vie va prendre un tournant qu'elle n'imaginait pas.
suite à ce bouleversement, elle va faire la connaissance de personnes assez influentes dans le monde de la mode et elle va notamment faire la connaissance de Blanche de Rochefort qui est la rédactrice en chef du magazine Attitude. Et moi je la compare un petit peu au personnage de Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada. C'est un personnage assez tyrannique qui sait ce qu'elle veut et qui fait subir un peu un enfer à ses collaborateurs. Donc voilà, la grosse différence avec le personnage de Meryl Streep, c'est qu'elle a une voix très rocailleuse, notamment du fait de ses longues années à fumer. Et voilà, et c'est plus un personnage à la Meryl Streep, mais version française, en gros. Et le troisième personnage que l'on va suivre, c'est Myrtille, qui est la styliste de Blanche de Rochefort et du magazine Attitude, qui décide de quitter son job pour lancer sa boîte d'agence pour accompagner les influenceuses, en gros. Donc c'est une agence de communication spécialisée dans l'influence. Et donc elle va accompagner notamment Anne pour se développer dans ce monde de l'influence. C'est tout simplement génial, enfin moi j'aime beaucoup, je suis complètement immergée parce que la lectrice, comme je vous le disais, est très très douée et en fait elle utilise des voix différentes selon les trois personnages principaux. Donc Blanche de Rochefort a une voix très rocailleuse, Anne elle a une voix assez peu confiante, assez peu sûre d'elle et au contraire Myrtille elle a une voix très déterminée, on sent que c'est un personnage qui en veut, qui a de la poigne et qui sait ce qu'elle veut. Donc c'est assez... Ah, je suis bloquée dans la boue. Ah, je suis bloquée dans la boue, attendez. Il fait très beau, mais quand même, il a plu pas mal au mois de février, donc ça nous rappelle à quel point on n'est pas encore au printemps, hein, mais bon, bref. Ceci dit, il fait quand même 17 degrés, et moi je crève de chaud, parce que j'ai mis mon manteau là. Je crève de chaud, enfin bref, on s'en fiche. Je vous parlais donc des influentes, et je vous disais que l'expérience était vraiment très sympa, et c'est pas mon préféré d'Adèle Bréau, vraiment, parce que j'ai préféré L'heure des femmes, mais je trouve que ce roman-là a une saveur un peu particulière et l'immersion est tellement incroyable que je passe un excellent moment. Donc là, comme je vous disais, il me reste 2 heures d'écoute et bien évidemment, je vous en reparle quand je l'ai terminé, mais je ne pense pas que mon avis va changer sur ce roman. Bref, sur ce, je vous laisse ici, je vais rentrer parce que j'attends une de mes collègues qui vient prendre un café avec moi. Et puis je vous reprends bien sûr plus tard. Petite vidéo rapide juste pour vous dire que j'ai terminé Les Influentes de Adèle Bréau à l'écoute audio et franchement j'ai beaucoup aimé, donc je reviendrai pas trop dessus, mais comme je vous l'avais dit, ça a été une expérience audio vraiment très sympathique. Et je suis très contente. Alors effectivement, j'ai préféré L'heure des femmes, mais si vous recherchez un livre qui parle d'un fait sociétal, d'un fait d'actualité, donc c'est tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux et à l'influence en règle générale, notamment dans le domaine de la mode, eh bien n'hésitez vraiment pas parce que c'est très immersif, très bien fait. À l'audio, ça passe parfaitement, donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a il y a quand même des messages assez intéressants, notamment un message plutôt écologique que j'ai trouvé très bien amené par l'autrice. Et puis il y a le message de fond qui est quand même que globalement on vit peut-être un petit peu trop via nos réseaux sociaux et un peu moins dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Donc très bonne écoute audio en tout cas, moi je vous le recommande parce que c'est du Adèle Bréau, pardon, et que je pense que Adèle Bréau va devenir une de mes autrices incontournables. Hello! Dimanche pluvieux, dimanche heureux. On a eu un super temps, un temps hyper printanier toute la semaine dernière, c'était trop bien. Mais alors là, il fait un temps, mais voilà, on est plein dans les giboulées de mars, quoique c'est pas vraiment des giboulées, parce que là, il pleut depuis le début de la journée. Donc bon, écoutez, c'est comme ça, on a pu bien profiter du temps printanier qui s'offrait à nous la semaine dernière, donc ça c'était déjà très très bien. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment. Bref, je vous prends rapidement en vidéo, je suis donc à l'heure du thé. Ma belle-mère m'a ramené du thé, vous savez, je vous avais parlé dans un des précédents carnets de lecture de la marque Baronise.
Et du coup, elle m'a ramené ce thé-là. Mais non, c'est pas celui-ci. Je vous montre celui-ci, mais qui est très bon parce que je l'ai goûté ce matin. C'est thé vert et noir, mangue et fruits de la passion. Mais c'est pas celui-ci que j'ai pris là. J'ai pris un Rooibos inspiration muffin. Attendez, je vous montre. Le voilà, Rooibos inspiration muffin. Donc ouais, forcément la boîte est un peu... Et franchement c'est vraiment très très bon, très monté. Donc c'est un Rooibos, donc ça me va parfaitement pour l'après-midi. Et puis ça, bah, je le prends plutôt le matin. J'évite de prendre trop de thé l'après-midi, je prends plutôt du Rooibos ou des infusions. Donc voilà, tout simplement. Bref, parenthèse thé terminée. Je voulais surtout vous parler lecture aujourd'hui et je voulais vous parler de ce roman. Puisque j'ai terminé Le Dompteur de Lion de Camilla Lackberg, que je lisais en lecture commune avec Stéphanie. Toutes mes excuses Stéphanie, je t'ai un peu dépassée, j'avoue. J'ai eu un peu de temps pour lire ce week-end, ce qui n'était pas forcément prévu. Et en fait, je l'ai dévoré. Donc voilà, j'étais assez contente de moi. On était censé le lire en lecture commune, mais je sais que Stéphanie est rendue à la page 100, 150, il me semble. Alors que bon, là, pour le coup, moi, je l'ai terminé. Je n'ai pas été un très très bon duo de lecture commune. Bref, je me rattraperai pour la prochaine Stéphanie, promis. Donc, on est sur le tome 9 de la saga Erika Falk et Patrick Edstrom. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc, le tome 9, il m'en reste deux. Il reste le tome 10 qui doit s'appeler La Sorcière et le tome 11 doit s'appeler Le Nid de Coucou ou un truc comme ça. Le tome 11 est sorti l'été dernier, donc il est vraiment très récent. Sinon, les autres sont sortis il y a quand même un sacré paquet de temps maintenant. Donc vous pouvez tous les retrouver en format poche, excepté ce fameux 11e tome qui est sorti l'été dernier, mais là je l'ai en grand format chez Actes Sud parce que c'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque, mais en soi vous les avez en format poche si vous le souhaitez. Le Dompteur de Lion, c'est donc le 9e tome. On retrouve bien évidemment nos personnages principaux, donc Erika et Patrick, qui sont un couple d'enquêteurs. Enfin, c'est surtout Patrick qui est policier et Erika qui est écrivaine, mais qui écrit surtout sur, on va dire, l'histoire criminelle de la Suède. Et donc elle est souvent, enfin elle est très pragmatique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et donc elle aide souvent son mari dans les différentes enquêtes qu'il peut avoir à mener. Donc dans ce tome-là, on retrouve les personnages principaux dans une enquête assez particulière puisque le roman s'ouvre sur une scène assez effroyable puisque une jeune fille adhérente d'un club d'équitation part se promener en forêt à cheval et elle tombe vraiment de façon, par pur hasard, sur Victoria, qui est une jeune fille de son club d'équitation qui avait disparu 4 mois auparavant. Et Victoria se fait renverser par une voiture et elle décède de cet accident. Elle était un petit peu perdue, en fait, elle avait l'impression que Victoria ne l'entendait pas quand elle l'appelait. Et donc elle décède des suites de l'accident et on se rend compte à l'autopsie que Victoria a été terriblement mutilée pendant sa captivité de 4 mois. À partir de là, bien évidemment, Patrick et ses collègues du commissariat s'emparent de l'enquête et ils se rendent compte qu'il y a eu beaucoup de disparitions similaires de jeunes filles qui avaient plus ou moins l'âge de Victoria et donc ils s'attendent à ce que ce soit un serial killer, tout simplement. Voilà, en parallèle, on retrouve également Erika qui, elle, travaille sur un nouveau livre et ce nouveau livre va notamment s'intéresser à Layla. Layla, c'est une femme qui est emprisonnée depuis de nombreuses années pour le meurtre de son mari et pour avoir torturé sa fille avec son mari. Ce 9e tome, c'est un tome qui m'a fait froid dans le dos. J'ai eu vraiment du mal à appréhender l'histoire parce que l'histoire est glauque, mais vraiment très glauque. On est sur quelque chose d'assez visuel en termes de torture, en termes de choses assez sanguinolentes, sanglantes et tout. C'est un peu... ouais, c'est gore, quoi, vraiment. Et ça nous rappelle à quel point l'humain peut être particulièrement affreux, abject, et ça nous rappelle l'horreur humaine, enfin, vraiment ce que l'humain est capable de faire dans le pire, en gros. Et c'est vrai que franchement, je sais pas si c'est parce que je suis en postpartum ou si c'est parce que c'est vraiment particulièrement gore, mais j'ai eu un peu de mal avec toute cette ambiance très pesante, très glauque, très sombre. Je reviens.
Donc un tome très sombre, très glauque, très particulier et j'ai eu un peu de mal avec ça, parce que, bah, vraiment j'arrivais à visualiser tout ça. J'arrivais à facilement me projeter dans cette horreur et ça m'a vraiment fait froid dans le dos, ça m'a ah ouais, ça m'a pris un peu à la gorge, on va dire. Du coup, alors c'est pas dans les détails, rassurez-vous, les détails sont pas sanglants ni quoi que ce soit. Camilla Lackberg ne détaille pas trop tout ça, mais tout est suggéré. Donc finalement, je sais pas si c'est mieux parce qu'on s'imagine des choses affreuses. Et bon, c'est pas terrible, terrible là-dessus. Ça n'empêche que c'est une excellente enquête, encore une fois, enquête qui est extrêmement bien ficelée. Moi, je n'ai rien vu venir du début à la fin. J'ai échafaudé tout un tas de théories et d'hypothèses tout au long de ma lecture. Je n'ai rien trouvé. Voilà, j'étais vraiment très très loin du dénouement. Et c'est ce que j'adore chez Camilla Lackberg, c'est qu'à chaque fois, on imagine tout un tas de théories et en fait, le chapitre d'après, tout s'effondre comme un château de cartes parce que c'est pas du tout ça et que l'autrice nous emmène dans un truc auquel on n'avait pas du tout pensé. Donc moi, c'est vraiment pour ça que j'adore cette saga, c'est parce qu'à chaque fois, elle me surprend du début à la fin. Et encore une fois, ce tome-là n'a pas fait exception à la règle. La fin est explosive, vraiment. Je m'attendais absolument pas à ça. C'est hyper surprenant. Ça nous laisse un peu sur notre faim pour le coup. C'est un peu une sorte de cliffhanger, genre ah. Voilà, et c'est très bien fait. Elle l'avait déjà fait dans un des précédents tomes, une fin comme ça, assez ouverte. Je me souviens plus lequel c'était. Et ça m'avait, pareil, ça m'avait scotché et ça fonctionne très bien. Donc non, parfait, très bon tome. Mais c'est vrai que, bon, moi j'étais un peu sensible à tout ça. Alors c'est pas que, je ne pense pas, hein, en toute honnêteté, que ce soit un tome plus glauque et plus sombre que les précédents. Mais je pense que la situation dans laquelle je suis fait que j'ai trouvé que c'était difficile à lire pour moi en ce moment. Je pensais avoir le temps de vous parler de mon autre lecture en cours, mais de toute évidence, ce ne sera pas le cas. Je voulais juste vous montrer ma prochaine lecture qui n'est autre que le 6e tome de la saga Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la Ruse, que je lis en lecture commune avec Nathalie du conte Natty Scarlett. Je vous en reparle bien évidemment plus tard, et là c'est l'heure du bib. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi début d'après-midi, je rentre de chez l'ostéo. Ça m'a fait un bien fou, j'en avais grandement besoin, j'étais bloquée de partout là, donc vraiment c'était très bien. J'ai donc ma gourde d'eau à côté parce qu'il faut que je m'hydrate et j'ai pris également mon café. Voilà, comme ça je suis tranquille pour vous parler un petit peu. Je vais enlever ça d'ailleurs. Il fait un temps magnifique chez nous. Franchement, c'est génial. Il fait super beau. Ça fait des mois que nous n'avons pas vu la lumière du soleil. Donc là, autant vous dire que ça fait quelques jours d'affilée qu'il fait beau. Et on en profite, mais alors à fond quoi. Et c'est trop bien. Bref, je ne viens pas vous parler météo, je viens vous parler de mes lectures en cours. Donc, je vous avais laissé en vous disant que je comptais commencer ce petit bébé. Je l'ai fait, j'en suis page 25, donc j'en suis pas très loin. C'est un roman qui en fait 400. Donc clairement je ne vais pas vous en reparler tout de suite parce que ça n'a pas d'intérêt. Le décor n'est même pas encore planté là. 25 pages c'est beaucoup trop court et beaucoup trop rapide pour vous faire un résumé de quoi que ce soit. Donc je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, juste pour rappel, c'est le 6e tome de la saga des détectives du Yorkshire. Écrite par Julia Chapman. Vous le savez, c'est ma saga de Cozy Mystery chouchou. Je suis trop fan. J'adore Sanson, j'adore Delilah et j'adore la petite ville de Bruncliffe et je suis hyper contente à chaque fois d'y retourner. Donc là, je compte bien me plonger dedans. Je vais essayer de me plonger dedans sur cette semaine, sinon je me le garde pour la semaine prochaine. Je vais voir. On part en vacances samedi, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être une bonne petite lecture des vacances, un truc un peu sans prise de tête, un petit Cozy Mystery. Ça devrait bien passer. Bref, je vous en reparle plus tard. En revanche, je peux vous parler d'un autre livre, hein, surtout d'une autre lecture papier que j'ai commencé. Il s'agit d'un roman de Melissa d'Acosta. Je revenais des autres. De Melissa d'Acosta, j'ai lu Tout le bleu du ciel. Coup de cœur intersidéral, vraiment, je me souviens encore avoir pleuré toutes les larmes de mon corps et tout, vraiment, c'était vraiment un gros coup de cœur ce roman. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas vu l'adaptation
Je sais qu'elle est dispo sur Netflix, je ne l'ai pas vue. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes resté un peu sur votre faim? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. J'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder cette adaptation. Sur ce congé matelas, j'avoue que je n'ai pas trop pris le temps de regarder des séries, des films ou quoi que ce soit. Là, avec ma fille, j'ai pas franchement le temps, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire avant d'accoucher. Mais bah, j'ai préféré bouquiner, j'ai préféré faire autre chose et j'ai pas trop pris le temps de regarder des séries ni des adaptations. Et de toute façon, l'adaptation de Toute bleue du ciel, elle est sortie fin janvier, donc j'avais accouché et clairement, je n'ai pas pris le temps de la regarder depuis. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Toujours est-il que moi, j'adore, mais j'adore le roman et je pense que si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien, il faut absolument que vous arrêtiez tout et que vous vous ruez en magasin pour vous procurer ce roman. Tout bleu du ciel, c'est juste exceptionnel. J'ai lu également de l'autrice La Faiseuse d'étoiles, qui est un roman qui a été écrit dans l'objectif de verser une partie des bénéfices des ventes à l'UNICEF. Et pareil, j'ai été bouleversée par cette histoire. Alors pour le coup, c'est un roman très très court puisqu'il fait à peine 200 pages, je crois. Mais ça avait été bouleversant au plus haut point. J'avais beaucoup pleuré en lisant ce roman. Et je crois qu'il n'y a que Melissa d'Acosta qui est capable de me faire pleurer comme ça. Parce qu'il faut vraiment y aller pour me faire pleurer. Moi, je suis pas hyper sensible. Donc du coup, faut vraiment y aller, quoi. Et là, elle m'avait fait pleurer. Ça m'avait bouleversée, vraiment. Donc, deuxième roman très très bon. Et le troisième roman que j'ai lu, c'est Les femmes du bout du monde. Et alors là, pour le coup, ça avait été un peu un flop. J'ai pas trop aimé. C'était un roman très introspectif et très lent. Et je me suis ennuyée en fait pendant ma lecture, j'ai pas trop aimé et c'est pas trop pour moi. Donc j'avoue que j'avais envie de renouer un petit peu avec Melissa d'Acosta, mais dans une plume qui ressemble un peu plus à celle de Tout le bleu du ciel et un peu moins à celle des femmes du bout du monde qui clairement n'était absolument pas pour moi. Donc je revenais des autres, je me suis dit que c'était plutôt un bon choix. Un bon choix. Je pense que c'est un de ces je sais pas si c'est pas celui qu'elle a écrit juste après Tout bleu du ciel. Ou alors elle a peut-être écrit Les lendemains avant, je sais plus. Bref. Donc j'en suis à peu près à la moitié. C'est long à lire. C'est long à lire. Bah, bon, déjà, on est sur une brique, hein, il fait 700 pages, donc oui, c'est une brique, donc c'est long à lire. Mais je m'attendais à le lire beaucoup plus rapidement. Alors bon, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Je suis en congé maternité, je m'occupe d'un bébé. Donc bien évidemment, je n'ai pas non plus des tranches de lecture comme ça à fond pendant des heures et des heures devant moi, ça c'est pas possible. Donc, bien sûr que ma lecture est entrecoupée et je ne m'attendais pas forcément à le dévorer en une journée, il ne faut pas exagérer. Mais quand même, Tout le bleu du ciel, je l'avais pas mal dégommé et là, je trouve que je le traîne un petit peu. J'ai un peu moins d'entrain que lorsque je lisais Tout le bleu du ciel. Voilà, en gros. Je revenais des autres, de quoi ça parle? Eh bien écoutez, on va suivre Ambre. Ambre a 20 ans et Ambre, elle est complètement paumée. Ambre, elle est seule au monde un peu. Elle entretient une relation avec Philippe qui a le double de son âge, qui a 40 ans, qui est directeur commercial, qui est surtout marié et qui est père de 2 enfants. Et donc elle entretient une liaison avec ce fameux Philippe qui en gros l'entretient complètement. Il lui a trouvé un petit appartement, il lui paye le loyer de l'appartement, il vient la voir quand ça lui chante. Voilà, en gros elle est un peu à sa merci, c'est un peu lui qui décide de tout, et puis elle dispose en gros, hein, c'est un peu ça. Donc autant vous dire que bien évidemment la relation ne convient pas du tout à Ambre, si bien qu'un jour elle décide de se suicider et donc elle fait une tentative de suicide qui fort heureusement rate et c'est Philippe qui la découvre en fait dans la baignoire alors qu'elle vient de se tailler les veines et donc heureusement l'hôpital réussit à la sauver et là Philippe prend conscience que va falloir faire quelque chose pour l'aider. Sa famille n'est alors absolument pas au rendez-vous, c'est-à-dire que
C'est pas qu'ils sont pas au rendez-vous, c'est qu'il y a eu une rupture à un moment donné et ils n'ont pas réussi à l'accompagner comme ils auraient dû et la rupture a été tellement grosse que, bah, il y a plus aucune relation entre Ambre et ses parents, clairement. Donc du coup, la seule personne qui peut vraiment lui venir en aide, c'est un peu paradoxal, mais c'est Philippe. Et donc Philippe décide de l'envoyer faire une saison à la montagne. Donc il a un couple d'amis qui tient un restaurant dans un village, dans une station de ski en gros. Et donc il l'envoie faire la saison là-bas et elle va rencontrer tout un tas de saisonniers avec qui elle va cohabiter pendant 6 mois. Et Philippe, eh bien, il l'emmène là-bas, il la dépose et puis après il disparaît un peu quoi. En gros, elle se débrouille, il faut juste qu'elle reprenne un peu des forces et puis, lui, bon, bah, il s'en lave un peu les mains de ce qui peut lui arriver après, hein. En gros, c'est ça. Heu, c'est une histoire de nouveau départ, en gros. Parce que Ambre, elle prend un nouveau départ quand elle arrive dans cette station de ski. Et tous les saisonniers qui sont là, ils sont pas là par hasard, en fait. Il y a forcément, il y a eu des ruptures de leur côté, il y a eu des histoires compliquées, des histoires douloureuses, et ça, on l'apprend au fur et à mesure qu'on découvre les personnages. Et en fait, on est sur un vrai roman tranche de vie parce que ce sont des gens qui sont brisés, ce sont des gens qui sont cassés, à qui on a fait du mal et qui essayent tant bien que mal de se réparer. Et, euh, et c'est vraiment c'est beau, c'est un très beau livre, c'est un très beau livre, c'est un très beau roman. Je retrouve la plume de Mélissa d'Acosta que j'avais beaucoup aimée dans Tout le bleu du ciel. C'est plein de résilience, c'est plein de pardon, c'est plein d'espoir et ça fait du bien de lire ce roman-là. Après, comme je vous le disais, c'est assez lent. C'est assez lent parce qu'on retrouve un peu cette introspection, alors même si c'est pas une introspection aussi poussée que celle qu'on avait dans Les femmes du bout du monde, et que ça reste quand même grandement raisonnable, hein, ça n'empêche qu'on est dans une introspection quand même. Chaque personnage a besoin de se remettre en question, a besoin de voir un petit peu comment il peut améliorer sa vie, comment il peut aller mieux et comment il va soigner sa vie, sa santé mentale, pardon. Donc voilà, en gros, on est un peu là-dessus et donc c'est assez lent. C'est assez lent et c'est ce qui me bloque un petit peu, c'est ce qui me freine un peu. Là, j'aurais aimé avoir un rythme un petit peu plus poussé quand même malgré tout. Et là, c'est pas trop le cas. Mais on peut pas nier que c'est une très belle histoire. Ambre, elle est attachante, vraiment. On sent en fait qu'elle est paumée, on sent qu'elle est perdue, qu'elle sait pas trop quoi faire, qu'elle a pas forcément fait les bonnes rencontres dans sa vie, que c'est quelqu'un qui a un fond gentil, mais qui se fait marcher sur les pieds, que les gens l'entraînent dans leur descente aux enfers, que les gens l'influencent, mais pas comme il faudrait. Et elle a jamais rencontré en fait de personne qui l'a tirée vraiment vers le haut. Et c'est ça qui est vraiment triste dans cette histoire. C'est qu'on voit bien que en fait elle s'est laissée entraîner vers le fond parce que personne ne l'a poussée, n'a cru en elle, l'a mis un peu sur le devant de la scène, lui a mis un coup de pied aux fesses et lui a dit bon allez vas-y maintenant c'est bon, fais quelque chose de ta vie quoi. Et voilà. Et c'est un petit peu ce que ces saisonniers font ensemble. Donc Ambre, elle va rencontrer Rosalie, qui est une mère célibataire avec sa petite fille Sophie. Elle va rencontrer Tim, qui est un garçon un peu perdu aussi. Elle va rencontrer Andrea, qui est son manager et qui est italien, qui est un peu dragueur, beau parleur, tout ça, mais qui du coup a des failles également. Elle va rencontrer tout un tas de personnes comme ça autour d'elle et c'est ces personnes-là que l'on suit dans Je revenais des autres et j'ai vraiment vraiment hâte de connaître la suite et de savoir ce qui va se passer. Voilà. Euh, il fait quand même 700 pages, donc j'avoue qu'il me reste encore la moitié. Je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer parce que bon bah là pour l'instant, mis à part suivre un peu leur quotidien, leur vie, leur leur comment dire le fait qu'ils pensent un peu leur plaie, bah, on n'a pas de réelle intrigue, quoi. Voilà, c'est vraiment un roman tranche de vie, donc on suit des personnages. Donc à voir ce qui va se passer pour la suite, et bien évidemment, je viendrai vous en reparler et je vous donnerai mon avis final.
Côté lecture audio, j'ai pris un nouveau livre et j'ai pris un livre qui change complètement de ce que j'avais écouté auparavant. Donc pour rappel, j'avais écouté Les Influentes de Adèle Bréau. Là, j'ai changé complètement d'univers. Je suis partie sur de la fantasy young adult qui ressemble un peu à The Foxglove King, mais en mieux. Parce que je suis déjà à 24% d'écoute et je peux vous assurer que je trouve que c'est mieux. Donc bon. Il s'agit de The Heartless Hunter, le premier tome de la saga The Christmas... Non. Chrysomos, un truc comme ça. The Chrysomos, il me semble. On est sur donc un... Il me semble que c'est une trilogie à la base, une trilogie de fantasy qui parle notamment de sorcellerie et franchement pour l'instant j'aime bien. Je vous en parle pas plus parce que je veux vraiment avancer dans mon écoute audio, mais je suis bien plongée dedans. En plus, j'ai eu l'occasion de pas mal écouter là ces derniers temps parce que j'ai fait pas mal de petites promenades à droite à gauche, j'ai fait un peu de voiture, donc j'ai eu l'occasion d'écouter pas mal de ce livre audio là, et du coup je me suis plongée assez rapidement dans l'histoire. Et je trouve que c'est plutôt bien écrit, plutôt avec une plume très visuelle, ce qui fait que je me projette beaucoup plus dans ce monde fantasy que dans The Foxglove King, où on était un peu perdu dans des détails qui finalement n'avaient pas forcément lieu d'être. Et moi, ça m'avait complètement noyé, hein, clairement. Alors que là on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose qui est vraiment droit au but. L'autrice, elle s'embarrasse pas de choses inutiles et pour décrire ce nouveau monde, ce monde de fantasy, elle en rajoute pas des caisses et des caisses. Donc c'est plutôt bien parce qu'au moins on va droit au but, on sait dans quoi on s'embarque et c'est beaucoup plus facile pour visualiser le monde dans lequel on est plongé. Donc voilà. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand j'aurai plus avancé, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt positif. Sur ce, je vais donc en rester là pour ce carnet de lecture et pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère également que vous aurez noté quelques idées de lecture ou que certains des livres que je vous ai présentés vous donnent envie. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les livres que j'ai lus cette semaine, si vous avez des suggestions de lecture, vos derniers coups de cœur ou autres. Dites-le moi également en commentaire. Et puis écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous propose de mettre un petit flocon de neige pour... je revenais des autres, voilà. Clairement, ce sont mes dernières lectures hivernales là que je vous présentais. J'arrête après, je revenais des autres, je me plonge plutôt dans une pile à lire printanière. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que il n'y aura pas de carnet de lecture la semaine prochaine, puisque vous l'aurez compris, je pars en vacances samedi. Donc je vous ai programmé une autre vidéo, mais ce ne sera pas un carnet de lecture. Voilà, donc on se retrouve très bientôt et je vous dis plus tard. Allez, ciao!